Il est quasiment midi, bonjour à tous, bienvenue dans votre Déj Info. Toute l'actualité de ce jour et on commence avec l'Ukraine sous le feu russe. Nouvelle offensive massive la nuit dernière, 400 drones et 18 missiles se sont abattus sur le pays. Londres et Paris réunissent cet après-midi la coalition des pays volontaires pour l'Ukraine. Les deux pays par ailleurs annoncent coordonner leur dissuasion nucléaire et protéger l'Europe, c'est leur volonté, de toute menace extrême. L'actualité en France avec voilà, cette rencontre Emmanuel Macron-Keir Starmer. C'est à Londres que ça se passe et donc cette volonté clairement d'envoyer un message à la Russie. L'actualité en France désormais avec ce faux pédiatre qui est en garde à vue à Dijon. C'est une information BFM TV. L'homme a été arrêté après le dépôt d'une plainte d'une jeune femme de 17 ans pour agression sexuelle. On en parlera tout à l'heure avec Mélanie Bertrand du service police-justice qui a sorti cette information sur BFM TV. Et puis on parlera évidemment de Marseille, vous le voyez, après le feu, la désolation, les sinistrés rentrent chez eux peu à peu et constatent l'ampleur des dégâts et on verra aussi que sur le terrain, eh bien, les pompiers restent mobilisés pour éviter tout départ de feu. Et la bande du Déj Info est avec moi sur ce plateau. Bonjour à tous, Virginie pour la météo, Patrick pour l'actualité internationale très chargée, on va y revenir évidemment. Margot de Frouville pour la santé, et puis Stéphanie Colo pour l'écho. On commence donc cette édition avec cette escalade militaire en Ukraine, je vous le disais, 400 drones, 18 missiles largués ces dernières heures sur Kiev. Chaque jour, la pression militaire se fait plus violente. On voit ça avec Pierre-Olivier Dantan. En plein milieu de la nuit, Kiev vient de subir une attaque massive lancée par les Russes. 400 drones, 18 missiles. L'attaque a duré plus de 10 heures, expliquent les autorités ukrainiennes. Cette habitante s'en sort miraculeusement. Son appartement a été touché. Quand on sait maintenant par expérience ce que c'est de tout perdre, on comprend que tout ce qu'on avait était dans cette maison. C'est un véritable choc, on souffre de tout. Tout ce qu'il me reste, c'est un sac à dos, un téléphone, un manteau et c'est tout. C'est toute ma vie maintenant. Les puissantes déflagrations ont particulièrement touché des immeubles résidentiels. Une nouvelle offensive, après celle déjà opérée dans la nuit de mardi à mercredi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon appartement. Quand je suis partie, il était intact. Mais là, maintenant, il y a un incendie dans l'immeuble. Peut-être qu'il brûlera avant que les pompiers ne l'éteignent. Pour échapper au bombardement, c'est dans cette station de métro que ses habitants ont trouvé refuge. Environ 1000 personnes y ont passé la nuit, dont 70 enfants. Depuis un mois et demi, je manque constamment de sommeil car les attaques sont devenues beaucoup plus fréquentes et actives. Je dors mal, je récupère mal. En fait, je ne récupère plus. Je me contente d'une réserve d'énergie et je me contente de vivre et d'exister. Après cette attaque, le président Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à, je cite, imposer plus rapidement des sanctions à Moscou. Patrick, comment on peut expliquer cette offensive? Pourquoi maintenant? Il y a une volonté de saturation vraiment de la défense anti-aérienne par les Russes. 400 aujourd'hui, 700 drones, c'est énorme à l'échelle du pays encore hier. Et évidemment, on se concentre sur les images sur la ville de Kiev, mais il y a vraiment la volonté là aussi de bombarder une bonne partie du pays en estimant du côté russe que la défense anti-aérienne ukrainienne ne pourra pas tout faire. 164 drones qui ont été interceptés sur 400, c'est beaucoup, mais vous avez tout le reste qui tombe et qui continue de terroriser la population. Là, je crois que la question de toucher des infrastructures stratégiques ne se pose plus. Ce sont vraiment des frappes destinées à terroriser. Et surtout, les Russes voient bien qu'il y a eu quelques atermoiements, notamment du côté américain, sur l'aide, la livraison. Par un abus de langage, on parlait de livraison d'armes, mais non, c'est livraison de munitions, en fait. C'est-à-dire notamment des missiles Patriot pour les intercepter les missiles russes qui arriveraient en face. Et c'est aussi un message à l'encontre de la communauté internationale. Vous avez évoqué les différentes conférences. Ça se passe à la fois à Londres et à Paris. La coalition pour les pays volontaires, c'est pour assurer la sécurité de l'Ukraine
Et puis, il y a une autre coalition, en tout cas une réunion en ce moment pour la reconstruction ensuite de l'Ukraine. Donc pendant que vous avez des Européens qui essayent de trouver une façon de défendre et de reconstruire l'Ukraine, eh bien vous avez ce tapis de bombes qui se multiplie. Je pourrais rajouter les chiffres de ces derniers jours et même depuis plusieurs semaines. Il y a cette saturation et cette volonté vraiment de terroriser la population. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune perspective diplomatique? Ça dépend qui vous écoutez. Si vous écoutez le Kremlin, ils ont beau jeu avec beaucoup de cynisme. Je reprends mon sérieux de dire que non, les pourparlers ne sont pas morts. C'est ce qui a encore été dit aujourd'hui. On sait qu'il y a dans un autre format, un format économique sur les pays du Pacifique, il y a une réunion, un entretien qui est prévu entre Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et son homologue américain Marco Rubio. Quand on sait qu'il y a une espèce d'essoufflement de la diplomatie américaine là-dessus, quand on voit que Donald Trump finalement n'arrive plus vraiment, s'il avait déjà eu prise, il n'arrive plus vraiment à tenir Vladimir Poutine, ou au moins avoir un langage qui pourrait aller de l'avant, le fait est que les Russes ne veulent pas l'arrêt de la guerre, encore moins de cesser le feu. Ils continuent de bombarder, de pousser leur avantage au maximum pour arriver peut-être à un moment avec un rapport de force en leur faveur à la table des négociations. Alors on en vient justement, Patrick, à la suite de cette visite d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Au programme aujourd'hui, le 37e sommet franco-britannique. Et vous l'évoquiez, une initiative consacrée à l'Ukraine avec la réunion des pays de la coalition, les pays volontaires, en visioconférence, donc depuis Northwood. Les deux pays qui vont également, ils l'ont annoncé, coordonner leur dissuasion nucléaire. Nos deux armées, ensemble, constituent ce qui est vraiment le socle de ce pilier européen de l'OTAN. Et avoir la capacité d'être ensemble des nations cadres, d'avoir la possibilité de nous projeter sur plusieurs théâtres d'opération, de défendre le sol européen, d'être aux côtés de nos alliés est absolument essentiel. Et je me félicite que ce sommet puisse sceller d'abord des avancées en matière de culture stratégique, d'action commune, mais également permettre d'aller plus loin sur le plan capacitaire, y compris sur des sujets plus sensibles comme celui de la dissuasion nucléaire. Patrick, sur ce dossier nucléaire, c'est-à-dire qu'il y aura une dissuasion commune britannique et française? Non, on peut pas aller jusque-là. On est vraiment sur l'instrument de souveraineté le plus pur qui soit pour ces deux pays qui se sont sentis la responsabilité vraiment pour le coup de protéger l'Europe et au moins les alliés. On le rappelle, mais sur le continent européen, la Grande-Bretagne et la France sont les deux seules puissances nucléaires. Côté français, on a maintenant l'habitude de cette expression de la dimension européenne de la dissuasion française, c'est-à-dire qu'on ne dit pas jusqu'où la dissuasion va. Grosso modo, il n'y a pas de parapluie kilométrique qui s'arrête à la frontière russe. Les Anglais ont une autre façon de parler, ils disent qu'il y a une dimension, je dirais, otanienne. Grosso modo, nous sommes les deux responsables de la sécurité la plus stratégique du continent européen et c'est à nous qu'incombe vraiment le fait de parer aux menaces, grosso modo, russes. Ça se passerait comment? Il est question de patrouille commune entre SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il ne s'agit pas de patrouiller côte à côte, mais plutôt d'élargir, je dirais, le cercle de la dissuasion avec un rappel, c'est que les Britanniques n'ont qu'un seul type de dissuasion, c'est celui par les sous-marins. Nous avons aussi par les avions, la dissuasion aérienne et les avions qui embarquent à bord du Charles de Gaulle. Les Britanniques veulent tendre vers cette dissuasion aussi aérienne, mais ça prendra beaucoup plus de temps, donc ils ont un peu à gagner, et finalement nous aussi. Il est 12h07, on en vient à l'actualité au Proche-Orient. Les discussions pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec quelques signaux encourageants. Le Hamas qui se dit prêt à libérer 10 otages israéliens. Clémence Dibou, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. Cette annonce du Hamas intervient après des déclarations plutôt encourageantes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui se dit optimiste.